Jeju, ses plages et ses palmiers. Villégiature de rêve pour les Coréens du continent. Une côte morcelée, une nature sauvage et le courage des dernières femmes plongeuses. Mythes et légendes ont façonné l'histoire de l'île. Son art de vivre au plus près de la nature mêle étroitement bien-être physique et spirituel. D'où le sourire de ses habitants. Situé entre la Chine, le Japon et la Corée, Jeju mesure 80 km de long sur 40 de large. Un demi-million de personnes habitent sur cette petite île volcanique. Le lever de soleil sur le cratère du rocher de l'Aube, le Cheongsang, est spectaculaire. Mais n'espérez pas l'admirer en solitaire. À Jeju, les touristes sont partout. À 1 heure d'avion de Séoul, l'île accueille 5 millions de touristes par an. 90% d'entre eux sont coréens. Ils se ruent dans les parcs, les musées, les golfs et les sites naturels, naturellement romantiques. Pour les jeunes mariés, l'assurance d'une lune de miel inoubliable. On s'est mariés hier, le 12 avril. En fait, on voulait aller à l'étranger, mais notre monnaie, le won, est trop faible. En tout cas, je voulais venir ici. C'est la destination touristique la plus réputée en Corée du Sud et c'est très pittoresque. C'est pour ça qu'on a choisi Jeju. Une photo souvenir sous la pluie et le verre de l'amitié. Pour l'intimité, on repassera. Il en faudrait plus pour entamer la bonne humeur des jeunes mariés. C'était ce que vous aviez imaginé comme voyage de noces? Non, pas tout à fait. Ce voyage nous marquera. Ça restera comme un bon souvenir. Le voyage de noces est très important. On le fait juste après le mariage. Choisir le bon lieu du voyage de noces est essentiel. Quand le soleil n'est pas au rendez-vous, il reste toujours les célèbres feuilletons coréens pour se consoler. Situé sous les tropiques, Jeju subit parfois des typhons et des trombes d'eau. Comme sous cette cascade, une des rares d'Asie à se jeter directement dans la mer. Autre particularité locale, le festival des femmes plongeuses de Sagae. 2 fois par an, 60 plongeuses originaires de 25 villages s'affrontent. Celle qui rapporte le plus de mollusques a gagné. Sur cette île volcanique, les sirènes des mers ont un tempérament de feu. L'île de Jeju est connue pour ses 3 abondances. Les pierres, le vent et les femmes. Ici, ce sont les femmes qui travaillent dans la mer. C'est la tradition depuis toujours. Ce ne sont pas les hommes qui plongent, mais les femmes. Ce sont même les femmes qui entretiennent les hommes. Mais c'est n'importe quoi, c'est un mensonge. À cause de ça, le monde entier pense que ce sont les femmes qui entretiennent les hommes à Jeju. Ce sont les femmes, je te dis, j'ai raison. Tu mens, ce n'est pas vrai. Quoi qu'en dise cet homme, les femmes plongeuses soutiennent l'économie de Jeju depuis plus de 10 siècles. Ces femmes courageuses vivent pourtant leur dernier moment. 23 000 dans les années 60, elles sont 10 fois moins nombreuses aujourd'hui. La pêche ne suffit plus pour survivre. Alors, elles ramassent des algues utilisées dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique. Yum Pokei est la chef des vénérables femmes plongeuses du village Ado. Ce soir-là, 23 femmes travaillent et à peine 5 hommes.
Normalement, une personne par famille travaille ici, et ce sont souvent les femmes qui ramassent les algues. En revanche, lorsque le travail demande plus de force, ce sont les hommes qui s'en occupent. Finalement, on n'a pas besoin de beaucoup d'hommes ici. Des travailleuses indépendantes qui étalent les algues jusqu'à la tombée de la nuit. Aux premières lueurs du jour, 12 fois par mois, les femmes plongent vers les fonds marins. Elles vont passer 5 à 6 heures dans l'eau. Combien de temps vous allez rester dans l'eau? Je vais sortir de l'eau vers 15 heures. Les plus jeunes peuvent rester jusqu'à 16 heures, mais pas moi. Je suis née en 1933, j'ai 77 ans. 77. Je me suis mariée quand j'avais 20 ans et pendant 57 ans, j'ai travaillé dans l'eau. 93 ans, c'est l'âge de la doyenne des femmes plongeuses du village. Il faut une sacrée santé pour supporter des plongées en apnée toute une vie durant, surtout lorsque l'on n'est équipé que d'une bouée et d'un filet rudimentaire. On prétend ici qu'avec une masse graisseuse supérieure à celle des hommes, les femmes supporteraient mieux le froid et la pression de l'eau. Elles peuvent également remonter jusqu'à 40 kg de coquillages sur le dos. Leur endurance n'empêche pas les maladies. Yung Pokei veille à ce que chacune prenne ses médicaments. Ces médicaments, c'est contre le mal de mer. Et ceci, c'est contre la pression de l'eau. Parce que quand on plonge, on a mal au nez et aux oreilles. C'est pour ça que je prends ces médicaments. Les bouchons, c'est pour que l'eau ne rentre pas dans les oreilles. C'est un travail très dur. C'est un métier difficile, mais ça va. Le plus dur, c'est de retenir ma respiration pendant longtemps sous l'eau. Mais ça va quand même. J'ai des problèmes de jambes. Mais dans la mer, quand je nage, l'eau m'aide à flotter, alors ça va. Vous n'êtes pas triste de voir la fin du métier? Non, pas vraiment. Ce sera la fin du métier quand on ne sera plus là. La jeune génération ne fait pas les mêmes métiers que nous. Nous sommes les dernières femmes plongeuses. Les jeunes préfèrent vivre à Jeju-si, où les plongeuses vendent leurs produits. Jeju-si est une ville de 400 000 habitants à la circulation dense où les jeunes ont le look occidental. C'est là que se trouve le marché aux poissons. Ko Jae-sung est professeure de cuisine à l'université. Elle nous entraîne au marché. Les poissons, les coquillages et les mollusques inondent les étals. Aux yeux d'un occidental, ils n'ont pas l'air ragoûtants et l'on a peine à croire qu'ils soient consommables. Comme ce penis fish, par exemple. Mais les oursins sont 10 fois moins chers qu'en Europe. On les mange crus, mais moi je vais faire une soupe avec. Cela contient beaucoup de protéines. Ce sont des produits très frais. Pour moi, la cuisine de Jeju, c'est de la slow food. Pourquoi ça s'appelle slow food? Parce qu'on ne se sert que de produits correspondant à la bonne saison. Le cuisinier essaie d'extraire le meilleur goût possible du produit. C'est une cuisine simple, sans trop d'assaisonnement. Ça, ce sont des concombres de mer bien particuliers, typiques de Jeju. On les appelle ongsam, les concombres de la mer.
Ce sont les meilleurs. Ils ont une texture un peu dure. Pour nous, c'est le ginseng de la mer. C'est un produit alimentaire très bon pour la santé. On en mange beaucoup. C'est pour ça que vous en trouvez toujours du concombre de mer sur une assiette d'assortiment de sashimi. Bon pour la santé, peut-être, mais pas vraiment appétissant. Quand on sait que la partie la plus recherchée, ce sont les intestins, ça ne donne pas envie d'essayer. On coupe comme ça et on a des œufs dedans, ainsi que les intestins. C'est délicieux comme tout. Allez-y goûter. Je mange ça? Prenez ça, c'est bon pour la santé. Je mange ça? Very good, very good. Alors, ce serait un peu comme de l'huître, mais filandreuse. Au marché aux légumes, les produits sont garantis naturels et souvent sauvages. Pour les Coréens en général et pour les habitants de Jeju en particulier, la qualité première d'un aliment est son influence sur la santé. La référence aux bienfaits des produits alimentaires est constante. Chaque jour, je vais ramasser ces plantes dans la montagne. Ces légumes sont très bons pour la santé. C'est efficace pour vous débarrasser de la fatigue. Et cette plante est bonne aussi pour le foie. Et celle-ci, c'est pour faire baisser la pression du sang. C'est bon aussi pour le diabète. Vous voyez, ça s'appelle dodok et c'est une plante sauvage. C'est aussi bon que le ginseng. Nourriture saine et pollution réduite, résultat, à Jeju, on travaille très vieux. Sur l'île de Jeju, en général, les femmes travaillent jusqu'à ce qu'elles soient très âgées. Cette partie-là, c'est pour les femmes âgées. Elles sont autorisées à vendre dans cette zone. Quel âge avez-vous? 84 ans. Et je vais travailler, je sais pas, tant que Dieu me le permettra. À Jeju, on mange beaucoup d'algues fraîches, surtout au printemps, pas sur le continent. Ici, autrefois, on n'avait pas assez de riz, alors on a ajouté ces algues sur le riz. Comme ça, on avait plus à manger. Ça contient des acides algines. Dans les autres régions, on utilise ces algues comme plantes médicinales. On dit que c'est efficace pour faire baisser la pression sanguine. Autre alicament, les kimchi, riches en vitamines et en minéraux. Choux fermentés, navets, radis, ces condiments sont servis à tous les repas avec le soja. En pâte ou en sauce, le soja traditionnel fermente longtemps dans des jarres en terre à l'extérieur des maisons. C'est ma mère qui m'a transmis cette recette de sauce soja. On l'apprend de génération en génération. Ensuite, j'ai amélioré la recette. C'est du soja fermenté que j'ai fait il y a un mois. J'ai fabriqué une brique de soja que j'ai mise dans l'eau salée. J'ai ajouté de la noix de jujube, c'est une sorte de date, du piment et du charbon contre les mauvaises odeurs et les bactéries. Après 40 jours de fermentation, Ko Jong-sun séparera la brique et le jus pour obtenir la pâte et la sauce soja. Dans la cuisine locale, les divers composants d'un plat agissent les uns sur les autres. Exemple, le dessert le plus emblématique de Jeju, les galettes Memilbingtok. Le radis neutralise les mauvais éléments du sarrasin. C'est pour ça qu'on en mange toujours avec du radis.
D'après ce qu'on dit, ce sont les Mongols qui nous ont fait cultiver le sarrasin pour nous opprimer. Les Mongols nous faisaient manger du sarrasin. Mais heureusement, les Iliens étaient très sages, car ils ont mangé toujours avec des radis blancs. Et c'est toujours le cas. Jusque dans sa cuisine, la culture de Jeju a été profondément marquée par l'occupation mongole. Elle a laissé d'autres traces. L'île était une base stratégique pour envahir le Japon et la Chine. Au XIIIe siècle, l'empire des steppes a transformé Jeju en un gigantesque élevage de chevaux. Pour les protéger du vent, les Mongols ont planté des arbres au fond des 360 cratères volcaniques de l'île, les Oréums, ou petites montagnes. Et même si l'occupation n'a duré qu'un siècle, certains se revendiquent encore comme les descendants de Gengis Khan. Ko Seng-kyu est écuyer depuis 48 ans. Cet amateur de tenue excentrique a tout de même 79 ans. Nous sommes tous d'origine mongole. Les chevaux aussi sont d'origine mongole. Je suis sans doute le meilleur cavalier de Jeju. Je peux monter à cheval avec beaucoup d'habileté, même sans selle. Je ne suis jamais tombé de cheval. J'ai une très bonne réputation sur toute l'île. D'ailleurs, j'ai toujours été un écuyer très demandé. Je ne pense pas que je suis trop vieux. Je me dis que je suis encore jeune. Je suis toujours spontané. Je ne fais jamais comme les autres. S'il y avait une course de chevaux avec des cavaliers quinquagénaires, je suis sûr que je gagnerais. Les Mongols ont également apporté avec eux le chamanisme. Sur l'île, les esprits sont partout. Le mont Allah, avec son sommet à 1950 mètres, est le centre spirituel de l'île. Il y a 2 millions d'années, un volcan marin a donné naissance à l'île. La lave a dessiné d'étranges reliefs sur la côte, des formes fantasmagoriques qui alimentent toutes les légendes. Dans la croyance populaire, si les arbres s'inclinent, c'est qu'ils se prosternent devant les dieux. De ces 3 trous de lave seraient sortis les 3 demi-dieux fondateurs des clans de l'île. Et il paraît que sous le Pont-au-Fée, la nuit, on peut surprendre les servantes de l'empereur du ciel venant se baigner. Le musée du professeur Jin Song-gi est consacré aux divinités de l'île. Il a rédigé une vingtaine d'ouvrages sur le sujet. Aujourd'hui, il s'adresse à un public de connaisseurs, séduits par son style peu conformiste. Dans le jardin sont exposées les centaines de statues qu'il a récupérées et restaurées pendant ses 50 années de recherche. Pour lui, l'identité de l'île doit beaucoup à ce chamanisme particulier. Je voulais montrer à nos descendants l'histoire de notre culture, dont la racine est le chamanisme. Il y a 18 000 divinités dans la montagne, dans la mer, dans le ciel. On peut trouver toutes sortes de divinités. Elles habitent dans le vent, dans les pierres, dans la pluie, dans les nuages. Je trouve que l'expression « l'île des esprits » est très appropriée pour désigner Jeju. Le professeur Jin Song-gi a recensé 250 temples chamaniques. C'est beaucoup pour une si petite île.
Depuis la nuit des temps, les divinités de l'île ont toujours rendu nos vies heureuses. Elles nous ont guidés. Voici la divinité céleste et la divinité terrestre. Ces deux divinités du ciel et de la mer sont côte à côte. Les gens malades viennent faire leurs prières devant ces statues. Regardez celui-là. Il est comme ça. Il n'est pas beau. Je suis très reconnaissant envers le chamanisme. Grâce à lui, j'ai pu vivre en bonne santé et avoir une vie très heureuse. Bien dans son corps et bien dans sa tête. Quel est le secret des habitants de l'île? Certains y voient l'effet des pierres volcaniques. Les murets en basalte encerclent aussi bien les champs de colza que les tombes. Des tours en pierre sèche portent chance au village. Digues, statues, temples ou maisons, sur Jeju, le basalte est partout dans la vie des insulaires. Un immense parc est dédié à la pierre de lave. Kang Mung-ju, un journaliste spécialiste des traditions de Jeju, nous présente le créateur du parc, Uncheol-pek, protégé par son chapeau en racines sauvages. Quand j'étais enfant, mes parents avaient une maison à la campagne. Quand il pleuvait, je ramassais des pierres sur la plage. Et quand il faisait beau, j'allais à la montagne pour ramasser du bois. Les habitants de mon village me prenaient pour un fou, parce que je n'avais pas de métier, et que je passais mon temps à faire la collection des pierres et du bois. Alors ma mère a fait organiser un rituel chamanique pour m'exorciser. J'aime bien raconter cette anecdote. Uncheol-pek a dessiné lui-même les plans pour exposer sa collection personnelle. Les outils exposés ici ont été fabriqués et utilisés par des habitants de Jeju. C'est une île qui possède une culture différente des autres régions. Les habitants fabriquaient des outils avec du basalte. Ce sont des outils simples, mais très bien fabriqués. Ici, il n'y a que des outils de Jeju. Le personnage le plus connu de l'île, c'est le Dolarubang, le grand-père protecteur. Une statue noire avec des yeux exorbités, un chapeau haut de forme, les bras dans la position du lutteur de foire. Il semble prêt au combat. Les habitants de Jeju ont toujours fabriqué ces statues de Dolarubang. Elles sont très populaires auprès des touristes. C'est même devenu un symbole de l'île. Pourquoi est-ce si populaire? Parce que ce sont les gardiens de la forteresse. Autrefois, dans les îles comme Jeju, il y avait de nombreuses invasions de pirates japonais. Ils kidnappaient les femmes et mettaient le feu au village. Alors pour se protéger, on mettait le Dolarubang à l'entrée. Ses yeux débridés faisaient peur aux pirates. Il est le protecteur. Mais le Dolarubang a parfois oublié de protéger les habitants. En 1945, Jeju, alors japonaise, est devenue coréenne. Au début de la guerre froide, les communistes se révoltent. Et le 3 avril 1948, des milices de la Corée du Sud, aidées par les Américains, matent l'insurrection. 30 000 personnes sont tuées. Les autorités sud-coréennes ont caché ces massacres jusqu'à ce qu'un écrivain, 30 ans plus tard, consacre un livre sur ce que l'on appelle Sasam, le 3 avril.
L'écrivain, c'est lui, Yoon Ki-young. Dans les années 70, il venait dans le village en cachette pour rencontrer des témoins, dont Kim Sok-bo. Oui, ça fait 35 ans qu'on se connaît. Mais tu es toujours en bonne santé, je suis sûr que tu vas vivre encore 30 ans. Mais je dois vivre plus de 30 ans pour avoir une barbe aussi belle que la tienne. Il y a 30 ans, Sassam était un tabou. On ne pouvait pas en parler, on ne pouvait pas écrire non plus. C'est grâce au témoignage de mon ami Kim Sok-bo sur les événements de Sassam que j'ai pu écrire le livre Tansuni en 1979. En écrivant ce livre, je pleurais. J'ai senti la tristesse des villageois de Bukchon qui ont subi cet événement, la peine de nos pères et de nos frères. Kim Sok-bo avait 13 ans au moment des massacres. Il nous emmène sur le lieu des exécutions. À l'époque, tout autour, il n'y avait que des champs à cultiver. Et ici, il n'y avait rien. Ah, ici? Oui, c'était des champs. Vous ne pouvez pas décrire ce que vous avez ressenti à l'époque? Je ne peux pas. C'est plus qu'une simple tristesse. Depuis des années, Kim Sok-bo essaie d'exorciser le drame de sa vie en parlant. Quelle a été l'influence de Sassam sur les habitants de Jeju? Sassam a causé un traumatisme, une blessure très profonde chez tous les habitants de Jeju. Une blessure psychologique qui est restée très longtemps. Les jeunes ne connaissent pas cette tragédie. Mais les gens de notre génération gardent en eux cette profonde blessure. Il faudra attendre 2003 pour que le président coréen présente des excuses officielles aux familles. Quittons le nord pour Songup, où nous retrouvons Kang Moo-gyu, le journaliste. Il a fait construire une maison à l'ancienne, en toit de paille et murs de terre, une garantie de bien-être. 이 집은 오면은 일단은 제 집이니까 좋고 제 집이니까 좋은데 Quand je viens ici, je me sens bien et surtout je dors bien. 최근에 우리가 C'est une maison traditionnelle. 초가가 불편하다고 생각을 하고 그 현대식 Le toit est en paille et en bambou. 시멘트 C'est compliqué à trouver aujourd'hui, 이런 집으로 사람들이 donc j'ai dû la faire construire. Elle est entièrement en matériaux naturels. 제가 볼 때는 굉장히 제주다운 Alors on peut dire que c'est une maison écologique. 또 하나는 On se sent très bien dedans. 적으로 La mère de Kang Moo-gyu a 95 ans. Selon elle, si elle se porte aussi bien, c'est grâce à la construction traditionnelle de la maison. Autrefois, on construisait les maisons en terre. C'est très bon pour la santé et c'est très reposant. Grâce à ces maisons, tout le monde était en bonne santé. Les maisons en terre et en paille sont bonnes contre le cancer. Elles sont surtout bonnes pour les femmes contre le cancer de l'utérus. Autre spécialité de Jeju, l'alcool de millet, le sojugori. Madame Kim Il-jong le fabrique comme autrefois. Elle tient à transmettre la technique à sa belle-fille. Ça fait plusieurs centaines d'années que l'on utilise cette façon de faire de l'alcool soju. J'ai appris la méthode de mes parents.
À l'époque, on n'importait pas d'alcool. Il fallait le fabriquer nous-mêmes. Pour faire du sojugori, il faut d'abord mélanger du blé à de l'eau, puis le mettre dans un moule. Vous voyez? Il faut le presser comme ça, avec les pieds. Enfouie dans la paille pendant 20 jours, la galette produit un levain de blé. Mélangé au millet puis cuit à la vapeur, la fermentation continue. Pour faire un bon alcool, tout est important. Le goût de l'eau, la qualité des céréales et la température dans le sojugori, la jarre en terre cuite qui donne son nom à l'alcool. C'est l'alcool pur, dont j'ai retiré les céréales. La distillation peut commencer. Selon le dicton, chaque goutte d'alcool coule comme une larme. Mais soudain, une goutte tombe dans le foyer et tout s'enflamme. C'est peut-être ancestral, mais c'est dangereux. Heureusement, plus de peur que de mal. Et rien de tel qu'un bon verre de sojugori pour se remettre de ses émotions. Vous avez beaucoup bu? Oui, je bois de l'alcool. J'en ai beaucoup bu. Quand on fabrique de l'alcool, on en boit, c'est sûr. Il faut qu'ils boivent, hein. Directement. Ça, c'est l'alcool. Strong? C'est très fort? Ok. 1, 2, 3, j'y vais. 60 degrés au compteur. Fort, mais pas mauvais. Oh, c'est bon. Dans la partie la plus septentrionale, de Seguipo à Jungmun, on découvre les plus belles plages de l'île. Leurs palmiers leur ont valu le surnom de Petite Hawaï. Grâce au climat tropical, on y cultive des oranges. Partout, au bord des routes, on vend des alabong, une variété récente, juteuse et sucrée. Koh Samok est ouvrière agricole. Elle cueille des oranges depuis une vingtaine d'années. J'ai 2 filles et 2 fils. Et j'ai 59 ans. Ce n'est pas dur. En tout cas, pas pour moi. Grâce à ça, j'ai pu payer les études de mes enfants. Je suis heureuse. Mon fils a fait ses études universitaires il y a 4 ans. Il a une licence et maintenant il travaille dans une société de construction. J'ai payé ses études grâce à ça. À Jeju, 70% des gens cultivent des clémentines. À Seguipo, c'est 100%. Bien sûr, il y a d'autres métiers, comme les femmes plongeuses ou les marins. C'est bon. Délicieux. Regardez comme je suis robuste. Regardez mes bras et mes jambes. Et voyez comme je suis mince. Quand on travaille dans une ferme comme ça, on peut garder la ligne. Et je suis plutôt en bonne santé. Le fait que l'on travaille dans un endroit avec un air pur aide à garder une bonne santé. Koh Samok conserve dans son sous-sol ses plus belles oranges. Elle les réserve à ses enfants ou pour les offrandes aux divinités. Celles-ci sont les plus chères. Je les vends aux grossistes 5000 won le kilo.
Elles sont meilleures que les oranges classiques. Ce sont des alabong, les meilleures de Corée. Ok, elle veut que je te fasse goûter. Mange. Jeju est riche en oranges et en champs de colza. En revanche, le riz ne pousse pas sur ce sol volcanique. Cerisier, moutarde, radis, au printemps, l'île ressemble à un immense verger en fleurs. Les habitants de Jeju ont toujours su tirer parti de leur environnement. Au XIVe siècle, ils ont inventé une teinture à base de kaki. Elle revient à la mode. Après s'être exilé 20 ans à New York, Young Song-ja, styliste, est revenu sur son île natale pour exploiter ce procédé de pigmentation naturelle. L'environnement et le climat de Jeju sont très particuliers. Beaucoup d'artistes sont sensibles à la nature. Il y en a beaucoup qui viennent de cette île. Les vêtements en kaki sont uniques et très originaux. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à venir à ces cours de teinture et de couture. Comparez la taille du kaki avec la pièce de monnaie. Sur l'île de Jeju, on récolte ces kakis de début août jusqu'à mi-septembre. On presse le tissu avec les mains ou avec les bottes. Quelqu'un veut-il bien essayer de presser? Il faut du beau temps pour faire sécher les teintures. Le premier jour est le plus important. La couleur de l'eau n'est pas la même. Vas-y, continue encore. Regarde, la couleur de l'eau change. Ça fait 40 ans que je fais ce métier. J'ai adapté les techniques traditionnelles à ma façon. Mon idée était d'adapter ces techniques à la modernité. Je veux faire des produits très sains et biologiques. Les étoffes aussi sont saines. J'utilise toujours des tissus bio, comme de la soie, du lin et du coton. Ça suffit. Le jus de kaki de la saison précédente est conservé dans cette bouteille. Oui, ça date d'octobre dernier. Mon fils a un problème dermatologique. Les étoffes synthétiques l'irritent, alors il aime bien porter de vieux vêtements, parce que c'est doux. Mais en ce qui concerne les vêtements en kaki, ça ne colle pas, ça ne gratte pas, on ne transpire pas, j'adore. Les couleurs des tissus varient selon l'intensité et la durée de l'exposition au soleil. Après une semaine, les couleurs se révèlent. Une fois encore, ce sont les femmes de Jeju qui ont su trouver les moyens de développer un art de vivre. Un rôle des femmes qui s'explique par l'histoire. Comme il y a eu de nombreuses invasions sur Jeju, que ce soit les Mongols ou lors de Sassam, les hommes sont partis à la guerre et ce sont eux qui ont été tués, pas les femmes. Sur l'île, il y a donc beaucoup plus de femmes que d'hommes. Cette île a un climat difficile. Dans cet environnement, les femmes de l'île ont développé une grande réflexion, car il leur a fallu tout prévoir depuis toujours. Personnellement, je n'ai aucun doute sur le fait que ce sont les femmes qui tiennent Jeju. Alors, le secret du bien-être des habitants de Jeju tient-il aux esprits, à la nourriture, à l'eau, à la pierre ou au vent? Pour en avoir le cœur net, nous sommes retournés voir l'écrivain Young Kin-young dans un restaurant branché de Jeju. Ici,
Les tables sont en bois flotté. La nourriture est végétarienne. Les calligraphies vantent la force du mont Allah. Et les clients sont surtout des clientes. Quand on parle des hommes de Jeju, on se rend compte qu'ils ne peuvent pas vivre seuls car ils sont obligés de composer avec la nature. Les gens de Jeju ont une personnalité différente de ceux du continent, en raison de ce rapport à la nature. Ils sont plus sentimentaux. Personnellement, j'ai du mal à m'habituer au continent pour toutes ces raisons. Je trouve que les femmes de Jeju, avec leurs yeux débridés, sont très belles. Plus belles que les femmes du continent qui, elles, ont les yeux plus bridés. Traditionnellement, à Jeju, les femmes sont indépendantes en raison de leur caractère fort. L'égalité entre hommes et femmes existe depuis bien longtemps à Jeju. Le secret du bien-être à Jeju, ce serait donc ça. Une société plus douce qu'ailleurs, parce que les femmes y ont pris toute leur place. À voir le dynamisme des femmes plongeuses pendant leur festival, on se dit qu'à Jeju, elles vont mener la danse encore longtemps.